Alors aujourd'hui, on va aborder la sonate pour piano et violon numéro 7 en do mineur de Beethoven. Ce qui est important en premier de mentionner, c'est que lorsque Beethoven l'a en premier publié, il a présenté cette sonate-là comme étant une sonate pour piano avec accompagnement de violon. Pourquoi je le mentionne, c'est parce que c'est pour vraiment montrer à quel point le piano a de l'importance. Pas pour minimiser la partie violon, mais vraiment pour qu'on conscientise que ce n'est pas un accompagnement, mais c'est vraiment une partie aussi importante que celle du violon. Donc, c'est de la musique de chambre. Et déjà, en l'abordant comme ça, comme si on abordait une pièce de solo, ça va changer un peu notre perception puis notre manière de la travailler. Donc, une des choses aussi à prendre en considération, c'est que la tonalité de l'œuvre est en do mineur. Puis cette tonalité-là, c'est pas du tout banal, c'est pas un choix comme ça au hasard que Beethoven a fait. C'est en fait un choix qui reflète sa réalité qu'il vivait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il perdait l'audition de plus en plus et que ça le rendait, dans tous ses états, en fait, il était en pleine dépression. Et puis c'est cette dépression-là, c'est tout ce drame intérieur qu'il vivait qui lui a permis de rendre sa musique encore plus extraordinaire qu'elle l'était avant. Ça va le propulser. Puis ça va le pousser vers vouloir repousser les limites encore plus. Et donc, c'est comme ça qu'il va briser le cadre du classicisme et qu'on s'en va vers le romantisme. Donc, c'était un peu pour faire le contexte un petit peu dans lequel cette pièce-là a été composée et comprendre dans quoi on s'embarque quand on joue ça. On commence en premier avec un accord de do mineur, une belle introduction qui amène le thème principal. Cette introduction-là, je la ferai pas trop volontaire parce qu'en fait, comment on voit que la sonate évolue, il y a quelque chose d'extrêmement dramatique, héroïque, tout ce qu'on veut. Et puis le début, j'ai l'impression que c'est le seul moment où on chuchote, où on n'est pas encore sûr à 100% du drame qui va arriver. Donc pour moi, ce début-là, c'est plutôt un questionnement. Et donc c'est pour ça que je le commence très pianissimo. Plutôt comme un chuchotement, un genre de doute. Et voilà. Puis là, dans ce silence-là, il faut qu'on sente le mystère. Il n'y a rien qui se passe, mais on doit sentir qu'il y a un questionnement. Qu'est-ce qui va arriver? Et dans cet accord-là de Fa mineur,
Je sens énormément de questionnements, de doutes. On ne sait pas encore où on s'en va. Donc les deux premiers, il y a le Do mineur, le Fa mineur, et puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va encore. Et puis là, on arrive à ce Fa ici, qui est beaucoup plus grave. Il faut comme le faire ressentir que là, ah, on a peut-être trouvé le chemin. On sait un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va. Et puis ça se termine sur une demi-cadence. C'est un chemin sinueux qui nous amène quelque part vers la tonalité de Do mineur finalement. Mais dans ce chemin-là, on sent que, oh mon Dieu, il va en avoir des choses qui vont se passer. Bon, ici, j'éviterai de trop de surphraser. Donc, j'articulerai tout simplement, mais pas de gros phrasés. Parce que ce qu'on veut, c'est créer un tapis sonore qui va accompagner le violon à ce moment-là. On veut énormément de régularité aussi dans les quatre doubles parce que le violoniste, lui, doit placer ses quatre doubles en même temps que les nôtres. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire avec un autre instrument. Ça prend une précision rythmique là, irréprochable. Donc ça, c'est à travailler avec le métronome. Et puis ça, très articulé. Ensuite, on arrive dans la section avec les petites arpèges de septième diminué. Et on a un crescendo. On commence doux. Il faut articuler au maximum. Pas trop de pédales, sauf quand on a des passages du pouce pour éviter qu'on sente ici la petite rupture dans le son ou quoi que ce soit. Ça va aider aussi à aplanir le tout. Et puis, je verrais vraiment ça comme on est ici, là, 3 mesures, là, et puis il faut se rendre jusqu'à la 3e lorsqu'on a le forzando. Le premier est sforzando. Et donc, chez Beethoven, le sforzando, d'ailleurs, chez plusieurs compositeurs, mais chez Beethoven, il l'utilise énormément. C'est simplement qu'on veut que cette note-là soit plus forte que les autres, mais tout en étant dans la nuance générale du passage. Donc, il faut faire attention de ne pas jouer tout simplement cette note-là comme un accent, mais plutôt comme on renforcit le son de la note. Et après ça, on revient un peu plus doux ou on revient à la nuance qu'il y avait précédemment. Par la suite, on arrive à un magnifique passage. Ici, la 7e diminuée avec les sforzando. Donc ici, il y a quelque chose de très dramatique, de très émotif. On est un petit peu moins dans le côté dangereux. Tout d'un coup, il y a vraiment une mélodie qui sort. Ok, ces accords-là, il faut qu'ils aient énormément de puissance, mais il ne faut pas que le son soit dur. Donc pour ça, il faut un corps absolument détendu. Une attaque très rapide et une détente après l'attaque immédiate. Et on a besoin de sentir à l'intérieur aussi une forme de largeur au niveau des épaules. On ne peut pas se sentir tout petit parce qu'on a besoin de largeur dans le son. Donc il faut se sentir grand, il faut se sentir large. Ok, ce passage-là est extrêmement sérieux, extrêmement dramatique, donc il faut tout donner là-dedans. Le violon répond par des accords aussi en fortissimo. Donc c'est une forme de question-réponse ou de dialogue entre les deux instruments. On va suivre avec le petit passage extrêmement romantique. Ici, on est seul dans cette mesure-là quand on fait. Donc, j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose de spécial là-dedans. Il n'y a pas de violon. On peut se permettre de faire un tout petit ralenti. On reprend. Soudainement, le 5e degré
qui va nous amener dans la tonalité de mi bémol majeur. Cette tonalité-là qui est utilisée pour la symphonie héroïque, la 3e symphonie, qui a effectivement été composée dans les environs des mêmes années. Et mi bémol majeur, c'est pour Beethoven une tonalité qui exprime l'héroïsme. On arrive dans la tonalité relative mi bémol majeur, avec ce 5e degré. Et là, on arrive dans un passage qui est contrastant d'une manière assez prodigieuse par rapport à la première section. Donc, on arrive, premièrement, on est en majeur. Et puis, c'est une genre de marche qui est très, très, très stable rythmiquement. Tam, padam, pam, avec les petites sautes du violon qu'on va reprendre par la suite avec la main gauche. Donc là-dedans, je dirais que ce passage-là est assez difficile, même si il a l'air plutôt simple. On joue juste avec la main droite pour les premières mesures. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est un des passages les plus difficiles à vraiment bien interpréter. En fait, dans ce passage-là, il ne faut pas en donner trop. Et il faut absolument que ce soit égal. En fait, chacune des croches doit être égale, de la même longueur, et puis que la pulsation soit irréprochable. Donc ici... Après ça, je suggère de phraser quand même pour suivre le discours du violon. Il y a quelque chose d'assez joueur aussi avec ces petites appoggiatures-là. Ensuite de ça, pour le pratiquer, ce que moi j'ai fait, c'est que je suis allée très 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 lentement et j'ai essayé de bien sentir le rythme qui était en fait inégal de la main gauche à la main droite. Donc ça fait... Des passages comme ça, c'est pas super facile. Donc pour vraiment que la pulsation soit parfaite entre les deux mains, il faut simplement le pratiquer lentement et se donner des appuis sur chaque temps fort. Donc, sur chaque temps, pour le départ, du moins. Puis bien sentir ça, ces arrivées-là, lorsque les deux mains sont en même temps. Puis sentir le rythme aussi quand la main gauche, elle joue la petite double, donc qui arrive entre les deux notes. Donc, ça prend beaucoup de précision rythmique, beaucoup d'écoute, et puis beaucoup de pratique lentement. L'autre chose dans ce passage-là, c'est de vraiment écouter la main droite et le violon. Les deux vont faire exactement la même chose, donc suivre ce que le violoniste va faire comme phrasé. C'est tout simplement en fait de suivre la ligne mélodique. Quand elle monte, on peut faire un petit crescendo et redescendre en même temps. Donc c'est de suivre cette ligne mélodique-là qui est très simple, mais absolument magnifique, et de faire ressortir ses contours. Après ça, on a quelques nuances qui arrivent, donc bien les respecter. Et puis, nous arrivons dans la section où il y a une excitation qui nous est fait ressentir par cette main gauche-là ici. Tout ça, en fait, c'est quelque chose qui devient extrêmement fébrile, excité, qui pétille. Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire ressentir. Comment je le pratiquerais une autre fois, ça serait dans la lenteur et dans l'exagération de l'articulation. Donc la main droite. Et ce que je fais, c'est que je sépare entre chacune des doubles. Je sépare chaque son et j'utilise l'articulation de la phalangette. Je tire un petit peu vers l'intérieur, ce qui fait en fait une articulation très concise, très claire. Et ça permet de vraiment détacher chacun des sons et de nous permettre de vraiment bien entendre ce qui se passe. Donc, en premier, il faut le faire lentement parce qu'il faut que l'oreille s'habitue à entendre ce qui se passe. Il faut vraiment que l'oreille entende chacun des sons. Et il ne faut pas que ça devienne une espèce de fouillis. C'est ça le danger avec pratiquer rapidement tout le temps, c'est que ça devient un genre de fouillis dans notre oreille. On n'est plus capable de discerner chacun des sons. Donc, le plus important au début, c'est de discerner les sons. Et après ça, de donner un petit phrasé. Et puis, quand on va plus vite, de garder l'articulation des phalangettes,
Puis après ça, d'alléger dans le bras, parce qu'on ne veut pas garder de la lourdeur. Donc, pour le pratiquer, oui, ça prend une genre de poigne dans la touche pour vraiment, vraiment bien apprendre chacune des notes puis bien les articuler. Puis après ça, on enlève un petit peu, on en enlève, on ajoute de la vitesse. Et puis, là, je les fais très détachés, mais je pourrais les faire un petit peu plus liés aussi. Mais je crois que ce qui est très intéressant dans la période classique, c'est cette articulation-là. On entend presque chacun des sons détachés. Puis, c'est ce qui diffère, en fait, du son plus romantique, là, du piano romantique. Où est-ce que là, on va utiliser le bras pour faire du gros legato, du gros phrasé. Mais là-dedans, je trouve que c'est très important d'entendre chacun des sons puis d'avoir cette articulation-là qui est brillante puis qu'on peut reconnaître chez Mozart ou chez Beethoven, chez Haydn, etc. Ensuite, on arrive dans la section des syncopes, la section B dans la partition, où le rythme de la main droite au piano est syncopé et entre un petit peu en opposition avec le rythme du violon. Donc, ça apporte aussi un côté encore plus exaltant, excitant. On ne sait plus sur quel pied danser finalement. Et donc, de jamais vraiment sentir le premier temps, pam, pam, pam. Il y a quelque chose de pétillant qui, on ne s'assoit pas en fait. On ne s'assoit pas, on reste un petit peu aux aguets, on arrive, on sait qu'il va arriver quelque chose En fait, on est dans l'attente de quelque chose, puis on se demande ce que ça va être. On est vraiment excité, on est dans cette tonalité brillante de mi bémol majeur. Et puis, on alterne avec la main gauche des 5-1, 5-1, 5-1 avec la main gauche. Donc, ce qui vient justement contraster entre le côté très volatile de cette main droite et au contraire, les 5-1 qui viennent nous enraciner. Ok, ça c'est vraiment magnifique. Donc ici, on a un grand saut. C'est très important de sentir le trajet qu'on va passer entre le mi bémol ici jusqu'au do aigu. C'est quand même un grand saut. Puis je l'attaquerai vraiment près des touches et en faisant un genre de petit U plutôt que d'y aller en hauteur puis de venir assommer le do en haut puis de risquer de tomber à côté. Donc, et puis je l'attaquerai avec le pouce parce qu'on a un sforzando et ça va nous placer la main pour ce qui va suivre. Donc, héroïque. Ok, ce passage-là est un petit peu difficile aussi. Une gamme de mi bémol majeur. Donc là-dedans, ce qu'il faut faire attention, c'est les passages du pouce. Premièrement, de ne pas les accentuer. Puis ensuite, de s'assurer que ça ne va pas nous faire perdre du temps. Donc ça prend vraiment un pouce qui est très agile, qui se déplace très rapidement. Énormément de légèreté dans l'avant-bras. Et encore une fois, une articulation avec la phalangette. C'est-à-dire ici, tout ce qui est sous la main, on tire un petit peu comme ça. Ensuite, ça, comment on peut le pratiquer, c'est de s'arrêter sur les notes qui sont plus compliquées, les la bémol et les ré. Donc, et ce que je fais quand je travaille dans des rythmes comme ceux-là, de croche pointée double, je relaxe mon bras entièrement lorsque j'arrive sur la valeur longue. J'essaie de rester le plus détendu possible. Je travaille de différentes manières. Après ça, j'essaie de faire s'assurer qu'on a un bon appui sur les quatrièmes doigts pour pas glisser en bas de la touche. Ici, je considère que c'est l'endroit où on doit ressentir le plus de grandeur. Donc quelque chose de... Il faudrait qu'il y ait un orchestre en fait au complet
pour pouvoir donner cette illusion-là de grandeur, il faut se l'imaginer, c'est aussi simple que ça. Et puis aussi laisser le temps. Parce que plus on veut que quelque chose ait l'air d'être grand, il faut donner l'espace pour que cette grandeur-là puisse naître, pour laisser le temps à la résonance. Donc ici, on a des sols. Puis le violon, lui, il va faire le tri qu'on a fait plus haut dans la page. Et puis, c'est tellement beau ça. Donc c'est un bel accord de fa mineur. Puis on arrive après avec la gamme. Il faut juste laisser l'espace au violoniste de faire ce qu'il a à faire. Et puis sentir les octaves, de les faire, mais en respirant en fait. Les laisser résonner, il ne faut pas être tendu puis avoir un son qui bloque, qui fige. Il faut vraiment laisser. On peut lâcher la note. Ça aide parce qu'on est obligé de relaxer le bras pour lâcher la note, mais on peut la garder aussi puis travailler une attaque très rapide puis une détente tout de suite après avec le bras. Donc, on attaque vers l'avant puis on détend. Après ça, on peut s'aider en utilisant le reste de son corps. Laisser le piano, l'instrument, faire ce qu'il y a à faire. Faire le reste, en fait, du travail. On termine avec les accords. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient répondre. Tantôt, c'était le violoniste. Et là, maintenant, c'est ça, le violoniste est avec les premiers temps. Donc, les temps forts. Et nous, on répond avec la main gauche. Contrairement à tout à l'heure où on avait simplement les accords et le violoniste qui répondait. Donc là, on a encore plus de grandeur. Il a élargi ce motif-là encore plus. Et puis, on termine. Là, après ça, on termine avec la dominante. Et puis, on va commencer la partie centrale qui commence en mi bémol majeur pour le développement. Mais on va s'arrêter ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.